nostro vigore di vita. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode, comme le titre le dit bien, nous allons analyser la guerre chez les Grecs. Tout d'abord, je vais établir une petite chronologie des événements les plus importants au point de vue militaire qui ont eu lieu durant l'Antiquité grecque, jusqu'à la conquête de la région par Alexandre. Puis nous allons voir quelques petites tactiques qui étaient employées chez les Grecs. Avant toute chose, n'oubliez pas d'aller voir le dernier HISF sur Néron, si vous ne l'avez pas vu, et puis l'avant-dernier sur les Templiers. A tout de suite. L'époque géométrique est une époque caractérisée par l'utilisation de formes telles que les triangles dans l'art grec. Donc c'est à cette époque qui précède la guerre de Troie que nous voyons l'apparition de l'aristocratie et des premières tombes de guerriers, donc qui ont été retrouvées avec, comme vous le savez souvent comment retrouver dans ces civilisations-là, avec les premières armes, etc., qui sont témoins des premiers combats qui eurent lieu dans l'Antiquité grecque. L'initiatrice, la vraie initiatrice des guerres est l'aristocratie qui dirige les cités. Une des premières guerres connues est la guerre de Troie, dont on ne sait pas vraiment si elle a eu lieu. En tout cas, on est sûr, quasiment sûr, qu'elle est inspirée de la guerre de l'Élantine. Ensuite, juste avant la réforme hoplitique, c'est la guerre de Messénie qui est menée par Sparte, qui était en quête de nouvelles terres cultivables. En effet, les hoplites n'existent pas encore. Donc vous comprendrez que pour donner une issue rapide et définitive à une guerre, c'est plutôt difficile quand on n'a pas vraiment des troupes correctement constituées. Donc les guerres sont composées d'affrontements, d'escarmouches sporadiques, et donc finalement celui qui perd, c'est un peu celui qui ne résiste pas sur la longueur. Au 8e siècle, on voit l'apparition des combats avec les fameux héros. Donc ces personnages, donc, comme on retrouve dans le film 3 si vous voulez, permettent de donner une issue un peu plus rapide au combat justement. Mais l'affrontement entre les héros qui sont des guerriers d'élite est indissociable de la mêlée générale qui l'entoure. Donc, si vous voulez, c'est un accélérateur, mais finalement, la guerre ne se résume pas non plus à un affrontement de héros, comme on pourrait le croire. Nous allons arriver progressivement à la réforme hoplitique, et donc, nous allons passer de la guerre plutôt bordélique du 8e siècle avant Jésus-Christ vers la mêlée hoplitique, et la réforme hoplitique qui va venir juste après. La réforme hoplitique apparaît entre 700 et 650 avant Jésus-Christ. Les hoplites sont l'unité par excellence d'infanterie lourde chez les Grecs. Leur armement, qui est, on peut le dire, plus ou moins standardisé, plus ou moins, parce que bon, ça restait encore quand même un peu le guerrier qui choisissait son équipement, est composé tout d'abord d'un casque, dont je vous mets ici le nom original, et d'une cuirasse en bronze, appelée le thorax, de jambières, et également d'un bouclier qui se porte sur l'avant-bras gauche, qui fait environ 1 mètre de diamètre et qui est composé d'un assemblage d'osier, de peau de bœuf et parfois même de métaux. Donc la paroi extérieure convexe des boucliers chez les Grecs était souvent garnie d'une bosse quoi, appelée l'omphalus, et également garnie souvent de décorations représentant les gorgones pour protéger le soldat du mauvais sort. Concernant les armes d'attaque, après avoir vu les armes de défense, donc évidemment nous avons la fameuse lance qui faisait 2,5 mètres de long et qui était garnie soit d'un talon en fer ou bien en bronze. Et nous avons également une épée qui était courte, qui se portait suspendue à un baudrier et qui elle servait pour le combat plus directement au corps à corps. Notons tout d'abord que l'épée courte, elle n'apparaît qu'après les guerres médiques. Ensuite, le fait que l'hoplite, le soldat, devait acheter lui-même son équipement fait qu'il devait forcément appartenir à des classes aisées. Mais il ne faisait pas partie de l'aristocratie forcément. À Athènes, le coût de l'équipement faisait que les soldats appartenaient forcément aux premières classes censitaires. Donc le cens c'était l'impôt qui était payé par les citoyens. Jusqu'aux guerres médiques, les seuls affrontements qui existent sont finalement entre cité et État. Puis avec les guerres médiques, donc l'invasion des Perses en Grèce, nous voyons des véritables guerres entre cultures, entre civilisations. Bien que les Grecs ne s'allient qu'à l'occasion des guerres médiques, on peut dire qu'ils constituent au moment de l'affrontement une nation. Juste vraiment dans ce cadre très restreint de l'affrontement. En moins 490, les Athéniens battent nos amis les Perses à la bataille de Marathon et mettent fin à la première guerre médique. Alors notons, pourquoi finalement guerre médique? Bah oui, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi? Bah en fait tout simplement parce que les Grecs confondaient les Mèdes et les Perses. Les Mèdes étaient un autre peuple iranien qui venait plus ou moins de la même région que les Perses, mais ils avaient été soumis environ 60 ans avant la bataille de Marathon.
par les Perses. Donc si on réfléchit un peu, c'est quand même un peu con d'appeler des guerres par le nom d'une nation qui n'y a même pas participé. Cherchez les mots. Donc la deuxième guerre médique commence plutôt mal pour les Grecs. En effet, bien que Léonidas, un autre fameux Léonidas, ait résisté à la bataille des Thermopyles, ils se font quand même éclater. Certes difficilement, mais tout de même, par les Perses. Donc la fin de la guerre médique n'est finalement obtenue qu'après la bataille de Salamine, une alliance grecque réussit à battre les Perses, puis à la bataille décisive de Platée en moins 479, qui met fin véritablement aux ambitions du chef de l'empire perse, Xerxès. Suite à la bataille navale de Salamine, vous vous dites sûrement, tiens, est-ce que finalement, du côté naval, qu'est-ce qui se passe chez les Grecs? Donc il faut savoir que, évidemment, ça évolue également, et ainsi du 5e siècle jusqu'à l'époque romaine, le navire de base des flottes grecques est la trière. La trière, elle fait environ 50 mètres de long sur moins de 7 mètres de large, ce qui peut vraiment étonner. Elle a 170 rameurs qui sont composés soit d'esclaves, soit de citoyens pauvres, qui sont établis sur 3 rangs. En plus de cela, nous avons évidemment les officiers, et nous avons une dizaine d'hoplites qui assurent les abordages. Aujourd'hui encore, on ignore le fonctionnement exact des navires grecs. Ça peut paraître étonnant, mais c'est vrai, on ne sait pas vraiment comment ça avançait, comment cette combinaison de force et de précision était capable d'avancer finalement. Posez la question à votre prof d'histoire. And the land is dark, and the moon. La rivalité qui oppose ces deux cités-États trouve son expression dans la fameuse guerre du Péloponnèse. La Ligue de Délos, soutenue par Athènes, est une ligue thalassocratique, donc qui s'appuie sur son pouvoir maritime, tandis que l'autre ligue qui est soutenue par Sparte oppose quant à elle son pouvoir terrestre. Alors ces deux cités ne s'affrontent pas forcément directement, mais souvent par conflits interposés. Par exemple, comme il y a eu des combats en Sicile, etc., où chacun envoyait un peu ses troupes, soutenait son envahisseur, soutenait le machin. Et d'ailleurs, il y a eu une expédition athénienne qui a tourné au fiasco total. Un homme se détache côté athénien, c'est le génial Périclès qui réussit à établir un pouvoir très long dans la cité athénienne, alors que rappelons que celle-ci était démocratique et avait des conventions pour limiter le pouvoir des hommes qui prenaient sa tête. Mais finalement, la cité finit par tomber. Il y a d'ailleurs, je crois qu'il y a la peste, je crois même que Périclès meurt d'une de ces épidémies. Et alors, donc, c'est Sparte qui finit par l'emporter. Mais en fait, cette guerre, cette terrible guerre qui va durer quand même plusieurs années, eh ben, elle va affaiblir considérablement, donc vous vous en doutez, Athènes, n'est-ce pas, mais aussi Sparte. La guerre du Péloponnèse, qu'on pourrait croire qui a donné lieu à la domination spartiate, non. En fait, elle prépare la domination thébaine. Car en effet, à Leuctre, en moins 471, ce sont bien les Spartiates qui sont écrasés par les Thébains. Et donc, finalement, la domination thébaine, quant à elle, va amener la future domination macédonienne sur le monde grec. Ce sont les Thébains qui introduisent le loup dans la bergerie. En effet, au cours d'un des nombreux conflits qui traversent la Grèce, les Thébains appellent les Macédoniens à l'aide. Or, vous savez, l'armée macédonienne a subi une puissante transformation et maintenant elle supplante complètement les armées hoplitiques. Sa fameuse phalange est équipée des longues sarisses qui font de 6 à 7 mètres et qui permettent de détruire l'adversaire à distance, là où les hoplites n'ont des lances, comme nous l'avons dit précédemment, qui ne font que jusqu'à 2,5 mètres. Donc il est très difficile pour la mêlée hoplitique, qui, rappelons-le, subit quand même des lois très strictes, très précises, qui disent notamment que le bouclier protège en fait le voisin, etc. Donc elle ne peut pas proposer une alternative face à la phalange macédonienne. Donc la phalange macédonienne détruit complètement les armées hoplitiques. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Philippe II entreprend la conquête de la Grèce. Ce sera la fameuse bataille de Chéronée, au cours de laquelle il écrase les Grecs. Et voudra commencer à lancer une expédition en Perse. Or, vous le savez, la veille du départ, il est assassiné. Et c'est son fils, le fameux Alexandre, qui entreprendra de réaliser ce rêve. Alexandre va tout d'abord subir une révolte des cités grecques qu'il va mater sans grande difficulté, et ensuite il va entreprendre la conquête de la Perse. Donc Alexandre le Grand, lui, ce qu'il caractérise en plus de l'utilisation de la phalange, c'est l'utilisation de la cavalerie, avec sa fameuse troupe d'élite des compagnons. Ça, c'est une vraie innovation pour le monde grec qui n'utilisait que très peu de cavalerie, donc on avait vraiment des troupes de cavalerie très réduites, et Alexandre le Grand, finalement, c'est en ça aussi qu'il a un génie,
c'est-à-dire qu'il va apporter cette dimension supplémentaire aux armées grecques et macédoniennes. L'armée grecque se retrouve ainsi supplantée par l'armée macédonienne, mais finalement c'est la culture grecque qui va finalement être utilisée réellement par Alexandre le Grand comme vecteur de domination, et non plus seulement les armées grecques. Suite à la mort d'Alexandre en moins 323 dans des circonstances plus ou moins étranges, suite à une soirée alcoolisée, enfin je ne vous dis pas le décadent, et ben donc les généraux d'Alexandre se partagent l'empire. Ça, je pense que vous le savez, ou si vous ne le savez pas, vous venez d'apprendre. C'est ce qu'on appelle les diadoques, les royaumes diadoques qui vont s'affronter. Donc on peut citer notamment celui des Séleucides et celui de l'Égypte ptolémaïque qui a été repris par le général Ptolémée. Alors justement, le fait que ces royaumes diadoques apparaissent va prolonger l'utilisation des mercenaires grecs dans les 4 coins du monde connu. C'est la période dite hellénistique ou la décadence du monde grec. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Rome, qui combat alors les pirates en Méditerranée, en profite pour s'immiscer dans le monde grec. Peu à peu, elle prend le dessus sur le royaume de Macédoine qui, rappelons-le, domine la région et met fin à son indépendance. Malgré les tentatives du roi Persée, le bien nommé, c'est bien Rome qui finit par l'emporter, avec notamment la bataille de Corinthe en moins 146 qui achève de mettre le monde grec dans son escarcelle. Alors Rome s'est imposée par les armes, vous vous en doutez bien. Mais alors pourquoi finalement Rome réussit à battre la phalange macédonienne? C'est pour une raison très simple, c'est une question de malléabilité entre autres. Car oui, les légionnaires romains, contrairement à la phalange, peuvent sortir de la formation et pouvaient faire ce que ne pouvaient pas faire les hoplites finalement, c'est passer entre la formation serrée de la phalange macédonienne pour atteindre directement les soldats macédoniens et commencer le massacre au corps à corps, et non plus rester derrière la limite des Saris, et ils pouvaient finalement s'infiltrer entre. D'ailleurs on voit bien ça dans Rome 2 Total War, pour ceux qui connaissent. La phalange macédonienne domine complètement la phalange hoplitique, mais par contre les armées romaines elle fait pas très long feu. Donc il y a ce côté-là, et il y a aussi également le talent des généraux romains qui, par exemple, à la bataille de Pydna, feront preuve d'un grand talent militaire. La tactique la plus connue était celle qui consistait à avoir une aile plus forte que l'autre, généralement la droite, pour enfoncer l'aile gauche de l'opposant. L'aile gauche était généralement plus faible, la victoire appartenait donc à l'armée dont l'aile gauche résisterait le plus longtemps face à l'aile droite puissante de l'ennemi. Les Thébains renversèrent la situation contre Sparte en plaçant leurs meilleures unités à gauche, et non pas à droite, et en écrasant les meilleures troupes spartiates en premier. Le massacre fut total quand l'élite thébaine n'eut plus qu'à détruire l'aile gauche spartiate. La guerre était très codifiée, et les vaincus pouvaient en général récupérer leurs morts et les enterrer. Le champ de bataille était choisi par les deux belligérants. À Marathon, les Athéniens innovèrent également. Ils placèrent un centre profond de seulement 4 rangs devant supporter l'assaut perse, tandis que les ailes plus fortes se rabattaient et enveloppaient l'armée perse. On peut également penser à la tactique dite des échelons d'Alexandre le Grand à Gaugamel. Cette tactique était utilisée en cas d'infériorité numérique. Les échelons sont en fait des corps d'armée placés chacun à la suite de l'autre, un peu en escalier, de sorte à obliger l'adversaire à faire une erreur en attaquant le corps le plus avancé et donc le plus fragile. Les autres échelons pouvaient alors déborder l'adversaire. Les Grecs utilisaient également des troupes légères, appelées les peltastes. Ces troupes, composées encore une fois de citoyens pauvres, voire d'ilotes chez les Spartiates, n'obéissent pas aux canons de la formation hoplitique. Ils sont armés de javelots, de frondes et d'arcs à flèches. Les Grecs les dédaignent largement car ils considèrent que tuer un ennemi à distance est preuve de lâcheté. Dire qu'aujourd'hui on bute les barbus avec des drones. Voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter si ça vous a plu et à mettre un petit like sur notre page avec un grand H sur Facebook et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et donc à la prochaine pour une prochaine vidéo.